Mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, il est des terres qui ne se racontent pas simplement avec des dates ou des faits, mais avec des battements de cœur, des mémoires transmises par le vent, des chants qui survivent au silence de l'oubli, des couleurs qui résistent aux tempêtes. Haïti est de ces terres-là. Haïti, ce nom, ce souffle, cette plaie et cette fierté n'est pas une histoire qu'on apprend. C'est une histoire qu'on ressent. Un poème de douleur et de dignité, un cri de liberté éternelle qui traverse les siècles. Haïti n'est pas seulement un pays, c'est une mer qui a enfanté l'insoumission. C'est une flamme noire qui a refusé de s'éteindre, même sous les pluies les plus dévastatrices. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage, pas un voyage touristique, non, un pèlerinage, un plongeon au plus profond de notre mémoire collective. Nous allons remonter le temps, nous allons effleurer les cicatrices, écouter les tambours de nos ancêtres, sentir le parfum du riz collé aux haricots rouges, goûter l'amertume du café noir révolutionnaire. Car connaître l'histoire et la culture haïtienne, ce n'est pas juste apprendre, c'est se souvenir, c'est comprendre pourquoi nous sommes toujours debout. Bien avant que le mot Haïti ne soit prononcé pour la première fois, bien avant les esclaves, les révoltes et les républiques, cette île était déjà une terre de vie. Elle s'appelait Haïti dans la bouche des premiers habitants, les Taïnos. Haïti, signifiant terre de montagne, dans leur langue arawak, était un lieu de forêts luxuriantes, de rivières pures, de montagnes sacrées, de paix relative entre les tribus. Les Taïnos avaient une culture riche, ils cultivaient le manioc, la patate douce, pêchaient, chantaient, dansaient, adoraient le soleil, la lune, les esprits de la nature. Ils croyaient aux émis, les forces spirituelles invisibles qui guidaient leur destin. Mais le 5 décembre 1492, l'harmonie fut brisée. Christophe Colomb posa le pied sur l'île qu'il appela Hispaniola. En quelques décennies, une véritable apocalypse déferla sur les Taïnos, esclavage, maladies, massacres. En moins d'un siècle, leur population passa de plusieurs centaines de milliers à quelques survivants. Un génocide silencieux, oublié des livres d'histoire. Mais leurs traces sont encore là, enfouies dans la terre, dans certains mots créoles, dans les traits de quelques visages, dans les légendes transmises. L'esprit de Haïti, la montagne sacrée, n'a jamais totalement disparu. Il est devenu la matrice invisible de la nation à venir. Dans la cale des bâtiments, à la merci de la mort, beaucoup mouraient avant même d'avoir foulé le sol de Saint-Domingue. Une fois sur place, leur calvaire continuait. Travail exténuant dans les champs de canne, sous le fouet des commandeurs, régime de la terreur codifié par le tristement célèbre Code noir. Les esclaves étaient traités comme du bétail, privés de leur langue, de leur nom, de leur Dieu, mais jamais de leur esprit. Malgré l'horreur, les Africains résistaient, par des chants, des danses, des sabotages, des fuites vers les montagnes où naquirent les marrons. Cette résistance silencieuse forgea une conscience commune. C'était une gestation lente, souterraine, d'une identité haïtienne. Ils étaient nombreux, de différentes ethnies africaines, mais sur cette terre, une même souffrance les unissait, un même rêve les animait, celui de briser leurs chaînes. Naître libre est une chose, survivre libre en est une autre. Dès le lendemain de l'indépendance, Haïti entra dans une autre bataille, celle de sa propre construction. Comment bâtir une nation à partir d'un champ de ruines? Comment guérir les blessures encore ouvertes? Comment rassembler un peuple hétérogène, divisé entre anciens libres, anciens esclaves, généraux, paysans, citadins? Dessalines, devenu empereur sous le nom de Jacques Ier, rêvait d'unité et de justice. Il prit des mesures fortes pour redistribuer les terres, protéger l'économie, affirmer la souveraineté. Mais il se heurta à des oppositions internes, à des rancunes politiques, à des luttes d'intérêts. En 1806, il fut assassiné à Pont-Rouge.
La jeune nation entra alors dans une ère de division. 2 Haïti virent le jour. Le Royaume du Nord, avec Henri Christophe, autoritaire et bâtisseur, et la République du Sud, avec Alexandre Pétion, plus libéral, défenseur des classes moyennes. Malgré leurs divergences, ces 2 dirigeants marquèrent le pays. Christophe construisit la citadelle, symbole de résistance. Pétion, quant à lui, soutint les luttes d'indépendance en Amérique latine, notamment celle de Simón Bolívar. Mais l'unité nationale resta fragile. Le 19e siècle haïtien fut marqué par des coups d'État, des révolutions, des présidences éphémères. Le rêve d'un État fort et stable se heurta aux démons de l'instabilité. Et pourtant, malgré tout, Haïti tenait debout. Debout comme un arbre tordu mais enraciné. Debout comme un tambour brisé mais vibrant. Debout parce qu'un peuple qui a vaincu l'esclavage ne peut jamais totalement sombrer. Haïti est bien plus qu'un chapitre de l'histoire mondiale. Haïti est une œuvre d'art vivante. Sa culture est un fleuve nourricier où convergent l'Afrique, l'Europe, les Caraïbes et l'Amérique. Elle est résistance, beauté, mémoire et espérance. Le créole haïtien est le premier miracle culturel de ce peuple. Langue du quotidien, langue de l'âme, elle incarne la fusion de nombreuses langues africaines avec le français, et même des bribes d'espagnol, d'anglais et de taïno. Elle a été, dès le départ, un outil de survie et de subversion. La religion vaudou, souvent mal comprise ou diabolisée, est un pilier spirituel et culturel. C'est une cosmogonie, une philosophie de vie, une poésie des invisibles. Elle honore les esprits, les lois, dialogue avec les ancêtres et tisse un lien sacré entre l'homme, la nature et le divin. Elle est musique, trance, peinture, récit. Haïti est aussi une terre d'artistes. Ses peintres, comme Hector Hippolyte, Préfète Dufaux, Philomé Aubin, ont créé un art singulier, foisonnant, mystique. Sa littérature, avec des géants comme Jacques Roumain, Marie Vieux-Chauvet, René de Pestre, Franck Etienne, Dany Laferrière, témoigne de la force des mots face à l'oppression. Son théâtre, sa danse, son cinéma, sa mode sont autant de langages d'affirmation. Et que dire de sa musique ? Des tambours du vaudou au son du compas, du rara au troubadour, du rap créole aux racines du jazz, Haïti vibre, résonne, enchante. La musique est la colonne vertébrale émotionnelle de la nation. La gastronomie haïtienne est aussi un hommage vivant à la résilience. Diri akpoa, soupe joumou, griot, tasso, banane pèse, pickles, chaque plat est une déclaration d'identité, une mémoire collective servie à table. Haïti, malgré les tempêtes, continue de créer, d'inventer, de danser, de raconter. Elle prouve chaque jour que la pauvreté matérielle ne saurait étouffer la richesse de l'âme. Chers frères et sœurs, l'histoire et la culture haïtienne ne sont pas des reliques figées. Elles sont des boussoles. Elles nous rappellent d'où nous venons, elles nous montrent ce que nous valons, elles nous éclairent sur le chemin à suivre. Haïti est et restera la première nation noire libre du monde entier. Ce n'est pas une simple phrase. C'est un serment, un phare dans la nuit, un feu sacré que rien ne peut éteindre. Et si le monde semble l'avoir oublié, alors rappelons-le au monde. Par nos mots, nos actions, nos rêves. Transmettons cette mémoire, enseignons-la, célébrons-la, honorons-la, car l'avenir d'Haïti ne se construira pas sans amour pour son passé. Vive Haïti!